Alors, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Serge Dumont de l'École de service social de l'Université Laval. Alors, Serge Dumont est reconnu internationalement comme un pionnier de la recherche en soins palliatifs. Il est cofondateur de la première équipe interdisciplinaire de recherche sur les soins palliatifs au Canada en 1997. Sa contribution concerne l'expérience des familles, notamment le fardeau émotionnel et financier auquel celles-ci sont confrontées, ainsi que les enjeux éthiques entourant les soins de fin de vie. Alors, sans plus tarder, Serge. Merci beaucoup, Simon, pour l'introduction. D'abord, je vais remercier la Société royale et également, particulièrement, le comité d'évaluation de l'Académie des sciences sociales pour avoir recommandé positivement ma candidature. Et c'est avec beaucoup de fierté, d'honneur et d'émotion aussi que je reçois cette belle invitation. Et la Société peut être assurée de mon engagement et de mon implication dans l'actualisation de sa mission. Je le rappellerai de façon intéressante, c'est qu'aujourd'hui, jour pour jour, le 15 novembre 2011, il y a 2 ans, un comité d'experts de la Société royale déposait un rapport intitulé « Prise de décision en fin de vie ». End of Life Decision Making. C'est un rapport très important. Et le comité d'experts disait à ce moment-là, affirmait à ce moment-là, il était temps qu'au Canada, on lance un débat social sur les soins palliatifs, les soins de fin de vie, incluant bien sûr les différentes mesures d'aide à mourir. Eh bien, le débat est vraiment bien lancé. Particulièrement au Québec, avec le projet de loi 52 sur les soins palliatifs, incluant la possibilité d'une aide à mourir, d'une aide médicale à mourir. Mon propos aujourd'hui ne consiste pas à discuter des différents points de vue ou des aspects un peu controversés autour de ces questions, mais plutôt d'aborder ce qui fait consensus, parce que ce qui fait consensus est très en lien avec le cœur de mes travaux de recherche depuis un certain nombre d'années. Je pense que ce qui fait consensus, c'est que peu de Canadiens sont à l'aise ou confortables avec l'idée qu'une personne demande une aide médicale à mourir dans une situation où elle fait cette demande parce qu'elle ne parvient pas à recevoir suffisamment de soins, eu égard à sa condition. Peu de Canadiens seraient à l'aise avec l'idée que quelqu'un demande de l'aide à mourir parce qu'il a le sentiment de ne pas avoir assez de soutien et par conséquent de devenir un fardeau pour sa famille. Peu de Canadiens seraient à l'aise aussi que quelqu'un demande l'aide à mourir alors que sa situation, pour avoir les soins dont il a besoin, le soutien dont il a besoin, cela contribue à compromettre les économies familiales, les économies de la famille, et laisser à ce moment-là un conjoint, une conjointe dans une situation précaire. Et pour éviter cela, quelqu'un demanderait de l'aide médicale à mourir. Ça, je pense que personne n'est en accord avec le fait que l'aide à mourir devrait être dans un contexte comme celui-là. Alors voilà, ça amène la question du fardeau éprouvé ou ressenti par les membres de famille. Et le fardeau ressenti, éprouvé par les membres de famille, en anglais, on aime ça le caregiver burden, primary caregiver burden. C'est l'enjeu de mes travaux de recherche au cours des dernières années. Je dois vous dire que bien que ce terme-là de fardeau, de caregiver burden, est largement utilisé, jusqu'à tout récemment, on avait très peu de référents conceptuels ou une description théorique ou conceptuelle de ce construit. Alors, ça fut la première étape des travaux que j'ai dirigés avec mon équipe, de mieux définir ce que veut dire l'expérience d'un proche qui accompagne un être cher en fin de vie, donc sur le plan du fardeau. Alors, c'est avec des familles, des proches qui sont en situation d'accompagnement qui nous ont aidés à mieux comprendre. Et puis, ces définitions conceptuelles
nous ont permis, entre autres, de développer un instrument de mesure qui permet d'évaluer effectivement le fardeau ressenti et éprouvé par les proches. Donc aujourd'hui, les professionnels de la santé, comme les chercheurs, ont accès à un instrument qui est validé en français et en anglais. En anglais, c'est le Caregiver Burden Scale at the End of Life Care. Alors cet instrument-là peut permettre d'évaluer effectivement si des stratégies, des approches, des programmes ou des social policy peuvent avoir un impact sur l'allègement du fardeau des personnes en fin de vie. Essentiellement, le fardeau, si je me permets peut-être c'est pas ça, non. De résumer brièvement, dans le fond, l'expérience du fardeau est associée à deux facteurs. Un premier facteur est davantage un processus cognitif, où la personne qui prend en charge le malade en fin de vie fait une certaine évaluation, finalement, de l'écart qu'il existe entre, d'une part, les exigences de la situation, les responsabilités qu'elle a, le mandat qu'elle s'est donné de prendre soin le mieux possible de la personne mourante, d'assurer sa qualité de vie. Alors, l'écart entre ça et les ressources dont elle dispose, qu'elle dispose au plan personnel ou qu'elle dispose dans son environnement. Donc, cet écart-là, effectivement, lorsqu'elle perçoit qu'il y a un écart important, bien, pour la personne, ça nourrit un sentiment d'incompétence, ça nourrit un sentiment d'échec dans quelque chose dans lequel la personne s'est engagée de façon importante, c'est-à-dire prendre soin de quelqu'un. Et le sentiment d'échec, ça nourrit le sentiment d'incompétence personnelle, et le sentiment d'incompétence nourrit la détresse psychologique et le fardeau. L'autre dimension importante du fardeau est davantage d'ordre phénoménologique. Elle est liée à la quête de sens. Alors, c'est dans le lien avec le malade, dans le lien avec les autres proches, dans les liens avec le personnel soignant, c'est l'opportunité ou l'absence d'opportunité de construction de sens dans les rapports humains. Alors, lorsqu'il y a, pour différentes raisons, peu d'opportunités de création de sens dans le rapport avec le malade, soit que la relation est difficile ou que le malade, finalement, a tellement des symptômes aigus que ça prend toute la place, puis il n'y a pas d'espace pour une conversation, pour une relation, ou lorsque les relations avec les autres membres de la famille ou avec les soignants ce ne sont pas de relations de grande qualité, qui offrent peu d'opportunités pour la croissance personnelle, pour la quête de sens. Bien, évidemment, ça ajoute au fardeau. Dans le fond, le processus de construction de sens a un effet protecteur de la détresse psychologique à fin de vie. J'ai été alerté sur la question de la détresse psychologique des proches dans une première étude qu'on a faite dans la région de Québec. On a suivi plus de 250 familles, 250 membres de famille qui accompagnaient un malade en fin de vie. Et là, on a observé que chez ces personnes, particulièrement dans les dernières semaines de vie du malade, le taux de détresse psychologique était très élevé. Je vais vous dire que 60% des aidants naturels éprouvaient un degré de détresse psychologique élevé. Alors que dans la population générale, ce taux de détresse-là se retrouve en bas de 20%. Donc, c'est énorme. Puis, c'est supérieur à quelques égards, selon différentes études, à ce qu'éprouvent les patients. Donc, nos proches qui accompagnent des malades en fin de vie sont très nombreux à éprouver une détresse importante, qui se compare très bien à la détresse que peuvent vivre les patients en processus de mourir. Alors, c'est ce qui a amené, évidemment, toute cette recherche sur l'expérience du fardeau. Mais on a réalisé qu'en fait, il y avait deux formes de fardeau. Il y a le fardeau psychologique et émotionnel dont je viens de vous parler, mais il y a également le fardeau financier. C'est que dans cette première étude, on a observé une association positive entre la détresse psychologique et la perception d'un fardeau financier. Alors évidemment, on est dans l'ordre de la perception, mais il y avait une association positive chez les gens entre le fait d'éprouver une détresse psychologique élevée et percevoir que les coûts associés à la fin de vie étaient élevés. Cela a engagé un important programme de recherche sur les coûts des soins palliatifs au Canada. Alors, au cours des dernières années, il y a eu deux grandes études pan-canadiennes que j'ai eu le privilège de diriger, une en milieu urbain, une en milieu rural, auxquelles ont participé 350 familles, 350 proches et 350 personnes mourantes. Je profite de l'occasion pour les remercier.
Alors, le but de ces recherches-là, ça a été d'avoir une photo du coût des soins palliatifs. Quel est le coût des soins palliatifs au Canada? Et surtout, la préoccupation que nous avions, comment ces coûts sont partagés? Comment sont partagés entre le système public et les familles? Rapidement, je vous donnerai peut-être 2 résultats importants de ces études-là, de ces travaux-là. Une qui est relativement une bonne nouvelle, puis une deuxième qui est peut-être une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'au Canada, en 2010, il en coûtait en moyenne 25 000 par personne mourante au Canada en coût de soins palliatifs. 25 000 par personne en milieu urbain et près de 30 000 en milieu rural. Alors, les coûts pour les soins palliatifs au Canada, en moyenne, pour une personne qui décède, on parle de 25 à 30 000 en 2010. Alors, je pense qu'une des premières conclusions, c'est que nos personnes en fin de vie ne coûtent pas cher à la société. Pour les gens qui savent le coût des traitements de chimio et de radiothérapie, réalisent bien qu'effectivement, il n'y a pas un enjeu financier. Offrir des soins palliatifs à nos personnes mourantes, que tout le monde ait accès à des soins palliatifs, ce n'est pas un enjeu budgétaire, en tout cas certainement pas, parce que le coût n'est pas si élevé que ça. La moins bonne nouvelle, je vous dirais, c'est que ces coûts-là, c'est 20 des familles. Le coût est assumé, 20 de ces coûts-là est assumé par les familles. Alors, ça peut représenter une somme de 5 000 pour une famille. Mais ça, c'est une valeur moyenne. Alors, pour des familles pour lesquelles le malade, la phase de soins palliatifs, elle est prolongée, ça peut facilement être 10 000 12 000 Ça peut représenter beaucoup pour des familles qui sont situées tout près du seuil de pauvreté et puis faire glisser ces familles-là sous le seuil de pauvreté. Puis, quand je parle de ces coûts-là, ça n'inclut pas les absences, les pertes de revenus liées aux absences au travail ou même les pertes d'emploi. Ça n'inclut pas ces valeurs. Alors, ces travaux-là, d'abord, je dois remercier toute l'équipe qui travaille avec moi. Vous comprenez que des travaux comme ça demande une grande équipe. Et puis, je veux remercier entre autres mon collègue Phil Jacobs, un économiste de la santé à l'Université d'Alberta à Edmonton, avec qui j'ai le plaisir de collaborer depuis plus d'une dizaine d'années dans le cadre de ces travaux. Les prochaines étapes consisteront à mieux comprendre la situation des malades en fin de vie dans les régions éloignées du Nord, auprès des communautés inuites. C'est dans la poursuite des travaux. Alors, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je profite de l'occasion pour remercier l'Université Laval, ma faculté et mon département pour le soutien, de m'avoir offert les conditions favorables à développer cette carrière en recherche. Et je remercie bien sûr aussi les Instituts de recherche en santé du Canada qui ont financé une large part de ces travaux de recherche. Merci de votre attention.